Bonjour, vous écoutez l'épisode 64 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure culinaire mais aussi exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, Apple Podcast, Android, Spotify, Deezer, Audible, YouTube, pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Je voudrais cette semaine remercier Jazzy Liberté, c'est son pseudo, qui a déposé l'avis suivant. Il court, le podcast Change ma vie. Par votre biais, je voudrais remercier Léa qui a fait découvrir Change ma vie à ma fille, Floriane, qui à son tour me l'a fait connaître, et moi j'en ai fait bénéficier mes 10 collègues de mon open space. Ça me ferait énormément plaisir que vous lisiez dans un prochain épisode de Change ma vie ce message de gratitude pour Léa. C'est chose faite. Nous attendons le jeudi avec impatience pour un nouvel épisode de Change ma vie, plein de bonne humeur, d'enseignement, d'empathie qui nous aide à mieux vivre. Gardez votre fraîcheur, ne changez rien, c'est plus que parfait. Merci beaucoup à vous, Jazzy Liberté, d'avoir pris le temps de déposer ce commentaire et merci aussi à Léa et à Floriane de l'avoir partagé. Si vous aussi ce podcast vous est utile, n'hésitez pas à écrire une ligne ou deux sur Apple Podcast pour le dire, c'est peut-être vous que je saluerai dans un prochain épisode. Dans l'épisode de cette semaine, je voudrais vous proposer l'outil du « et alors », qui est un outil qui permet d'aborder avec plus de clarté les situations qui nous paraissent difficiles ou douloureuses. Alors, vous vous en êtes déjà aperçu peut-être, quand on aborde une situation qui nous est problématique, quand on essaye de voir comment on peut faire pour se sentir mieux, il arrive qu'on se contente d'aborder le problème en surface, en se concentrant sur la manifestation ou le symptôme du problème, sans aller vraiment au fond des choses, à l'origine du problème. Donc on croit bien faire, on est dans l'action, on fait des efforts, on réfléchit, on se débat parfois, mais au bout d'un moment, on s'aperçoit que ça ne donne pas de résultat, c'est-à-dire que c'est inefficace, on ne se sent pas tellement mieux et on ne comprend pas vraiment pourquoi. Et en fait, ce qui se passe parfois dans ces cas-là, c'est la même chose qui peut se passer si on a une fracture à la jambe et qu'on se dit « j'ai très mal à la jambe, donc je vais prendre des antidouleurs ». Je vais prendre autant d'antidouleurs qu'il faut pour ne plus avoir mal et on s'aperçoit que temporairement, effectivement, on a moins mal. Mais bien sûr, la douleur revient parce qu'on a trouvé une solution à la manifestation du problème, mais on n'a pas résolu la véritable cause de la douleur qui est, en l'occurrence, une fracture à la jambe. Et donc c'est pareil dans la vie et quand c'est le cas, l'outil du « et alors » permet d'une part d'identifier que c'est ce mécanisme-là qui est à l'œuvre et permet aussi d'identifier quelles sont les causes sous-jacentes du problème. Ça permet de tirer le fil du problème pour dérouler tout ce qui vient et comprendre qu'est-ce qui est à son origine. Donc pour utiliser cet outil du « et alors », la première chose à faire, c'est résumer la situation de la façon la plus synthétique et factuelle possible. Donc ça revient, on en parle régulièrement sur ce podcast, à lister uniquement les circonstances dans le sens neutre et factuel, c'est-à-dire les circonstances telles qu'on pourrait les prouver dans un tribunal, au cours d'un procès, telles qu'on pourrait les prouver auprès d'un juge ou d'un jury. Donc ce sont les faits complètement sans aucune coloration de jugement ou d'interprétation ou de perception, juste les faits. Donc une fois qu'on a cette situation la plus neutre et la plus dédramatisée possible, on se pose la question à soi-même, pourquoi est-ce un problème pour moi ? Et là, ce qui va se passer, c'est que dans l'espace entre la situation décrite de façon factuelle et là où ça devient un problème pour moi, cet espace-là, c'est là où les pensées qu'on a à propos de la situation. C'est à cet endroit-là que se joue notre liberté et c'est là que se joue le problème. C'est-à-dire que la situation en soi, elle est neutre, mais ça devient un problème pour moi par les pensées que j'ai à propos de cette situation.
Donc, cette pensée ou ces pensées qu'on va identifier quand on se dit pourquoi est-ce un problème pour moi, généralement, c'est une première description du problème et c'est généralement la manifestation ou le symptôme du problème. Ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est se dire « Ok, c'est pour ça que c'est un problème », mais on se demande, on va un petit peu plus loin dans l'exploration et on se dit « Et alors ?» On se demande « Et alors ?» On répond et à cette réponse, on se pose à nouveau la question « Et alors ?» Autant de fois que nécessaire pour aller plus en profondeur à chaque fois, pour descendre d'un cran dans la profondeur d'exploration, même quand à certains moments on a l'impression d'avoir atteint une évidence, c'est-à-dire quelque chose où on se dit bah oui, c'est ça le problème, j'ai pas besoin de creuser plus profondément. Je précise bien que ça n'est pas un « et alors » rhétorique ou sarcastique. C'est un vrai « et alors », un « et alors » de compassion et de compréhension, innocent et sincère. Et en fait, on peut imaginer que c'est comme si on avait un correspondant extraterrestre qui viendrait nous rendre visite, un extraterrestre qui n'aurait absolument aucune idée préconçue sur la planète Terre, nos valeurs, notre culture, notre éducation, qu'est-ce qui fait souffrir les gens, qu'est-ce qui fait plaisir aux gens. C'est-à-dire un extraterrestre qui n'aurait absolument pas notre façon de voir les choses et qu'il faudrait à cet extraterrestre à qui on veut expliquer les choses, il faudrait lui expliquer vraiment de façon explicite et en détail ce qu'on pense, ce qu'on ressent, sans raccourci, sans faire de présuppositions. Et au bout de la série des « et alors », donc une fois que j'ai dit pourquoi est-ce que cette situation était un problème pour moi et que je me suis dit « et alors » et qu'à chaque fois j'ai expliqué pourquoi ce problème était un problème pour moi, et alors, en fait c'est un peu comme si on ouvrait des poupées russes au fur et à mesure et au bout d'un moment, quand on a ouvert toutes les poupées russes, on arrive à la toute petite poupée russe qui est tellement mignonne, qui ne s'ouvre pas et qui est le noyau dur de nos pensées, la véritable cause sous-jacente du problème. Et donc là, il peut se passer deux choses différentes. Parfois, on s'aperçoit qu'en fait, ce noyau dur du problème, c'est pas vraiment un problème. C'est-à-dire, en l'identifiant, en détenant la clé de notre souffrance ou de la raison pour laquelle on a du mal à aborder cette situation, on s'aperçoit que ça n'est rien de bien terrible, comme par exemple dans Le Magicien d'Oz, et on arrive assez facilement à adopter une autre façon de voir la situation où on arrive assez facilement à faire émerger des solutions pour avancer. Donc ça, l'idée, ça permet de d'élaguer un peu toutes les complications qu'on rajoute autour du noyau dur du problème pour regarder le noyau dur du problème bien en face et se dire, ce problème-là, je vois très bien de quelle façon est-ce qu'il faut que j'ajuste mon état d'esprit, de quelle solution je peux mettre en place. Donc ça, c'est la configuration la plus favorable, c'est-à-dire qu'on peut avancer avec facilité. Et pour vous donner un exemple, ça peut être, par exemple, vous avez des enfants et votre conjoint part en déplacement et vous ressentez beaucoup d'anxiété à l'idée d'être avec les enfants à la maison pendant son absence. Mettons que votre conjoint parte pendant une semaine. Donc la situation résumée de façon neutre et factuelle, c'est j'ai des enfants et mon conjoint sera absent pendant une semaine. Donc ça, en soi, c'est complètement neutre. Si c'est un problème pour vous, vous pouvez vous dire « Pourquoi est-ce un problème pour moi ?» Dans l'exemple qu'on prend, vous pourrez répondre « C'est un problème pour moi parce que je vais être toute seule à tout gérer. » Et donc là, vous pouvez vous dire « Ok, je vais être toute seule à tout gérer. Et alors ?» Et donc là, vous répondrez « Si je suis toute seule à tout gérer, ça va être fatigant, j'aurai pas une minute à moi. S'il y a des problèmes avec les enfants, s'il y en a un ou l'autre qui est difficile, j'aurai personne pour me relayer, j'aurai personne pour me soutenir, j'aurai personne pour m'aider. » Et donc là, vous vous dites « Ok, ça va être fatigant, j'aurai pas de temps pour moi, je serai toute seule à faire face aux situations éventuellement difficiles. Et alors ?» Et là, si vous êtes comme moi, par exemple, vous vous dites « j'ai fait le tour, j'ai compris que mon problème, c'est que ça va être fatigant, que j'aurai pas de temps pour moi et que, effectivement, les situations difficiles, je serai seule à les gérer. » Et alors rien. C'est-à-dire que on peut voir les solutions qui se dessinent, c'est-à-dire on se dit je vais pas me mettre la barre trop haut en termes de parentalité, je vais faire ce que je peux avec mon énergie. Je vais faire attention par ailleurs professionnellement à me prévoir une semaine assez légère pour pas arriver à la maison crevée, à devoir gérer les enfants alors qu'on est fatigué de la journée. Et s'il y a des situations un peu difficiles, je trouverai des solutions parce que je trouve toujours des solutions.
Donc on voit que cette anxiété qu'on avait de façon un peu confuse et générale, en fait, quand on regarde le cœur de ce qui se passe en dessous de l'anxiété, il y a plus de solutions que de problèmes. C'est juste un ajustement d'état d'esprit et de la logistique. Dans d'autres circonstances, dans d'autres situations de vie, l'outil du « et alors » ne nous permet pas immédiatement d'aller vers la solution, mais par contre, comme il nous permet de comprendre la vraie nature du problème, ça nous éclaire sur la piste à emprunter et ça nous donne une indication précieuse de là où commence vraiment notre travail. Et il y aura peut-être un travail important à faire, ça ne va pas forcément être facile, mais au moins ça nous donne un éclairage et une direction dans laquelle avancer. Donc un exemple qu'on peut prendre pour ce cas de figure-là, c'est si vous avez quelqu'un dans votre entourage, mettons votre frère, qui, selon vous, a un comportement qui porte atteinte à sa santé. Donc on peut imaginer, c'est votre frère qui fume des cigarettes ou votre frère qui se nourrit d'une façon que vous jugez déséquilibrée et ça vous donne du souci. Donc vous aimeriez qu'il change, vous lui dites que vous aimeriez qu'il change, vous lui dites quelle est la façon dont vous pensez qu'il serait plus judicieux qu'il se comporte, mais lui ne veut pas changer. C'est-à-dire que lui, il dit « Ok, merci, mais non merci ». Et face à ça, vous vous sentez bloqué dans votre inquiétude, vous vous sentez frustré ou vous vous sentez énervé de ne pas réussir à le convaincre, alors même que vous êtes complètement convaincu qu'il est en train de porter atteinte à sa santé. Donc, pour mettre en place cet outil du « et alors », on commence par faire une description factuelle de la situation. Donc les circonstances, c'est mon frère fume ou bien mon frère ne cuisine pas et il mange des plats tout préparés tous les soirs de la semaine. Donc le fait de dire mon frère se nourrit mal, ça n'est pas une description factuelle de la situation parce que le fait de bien ou mal se nourrir, c'est une question d'interprétation. Donc, on peut dire, par exemple, il mange des plats tout préparés tous les soirs de la semaine, parce que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait prouver dans un tribunal en regardant son ticket de caisse et ses poubelles. Vous pouvez donc vous demander, pourquoi est-ce un problème pour moi ? Et là, vous répondrez peut-être, c'est un problème pour moi parce qu'il a un comportement qui n'est pas bon pour sa santé. Donc, vous vous dites, ok, il a un comportement qui n'est pas bon pour sa santé, et alors ? Et alors, il ne fait pas ce qui est le mieux pour lui. Vous dites, ok, il ne fait pas ce qui est le mieux pour lui, et alors ? Et alors, il risque de tomber malade. Ok, il risque de tomber malade, et alors ? Et alors, je ressentirai de la tristesse s'il est malade, et je ressentirai de la culpabilité aussi de ne pas avoir réussi à le faire changer. Donc, ok, s'il tombe malade, je ressentirai de la tristesse, je ressentirai de la culpabilité, et alors ? Je voudrais bien pouvoir tout contrôler tout et tout le monde pour nous épargner de souffrir. Et donc là, on arrive à un point où on se dit, en fait, le problème, ça n'est pas que mon frère fume ou que mon frère mange des plats tout préparés. Mon problème, c'est que je suis attachée à l'idée que si j'arrivais seulement à manipuler les gens autour de moi et les téléguider pour qu'ils fassent ce qui me paraît le mieux pour eux, ça nous épargnerait la souffrance à nous tous. Donc on voit que pour éviter une souffrance hypothétique future, on s'inflige une souffrance dès maintenant, donc la frustration pour nous de ne pas réussir à contrôler les autres, la souffrance chez le frère qui se sent manipulé ou contrôlé et c'est pas agréable pour lui, et en tout cas une déconnexion de notre frère que pourtant on aime et à qui on souhaite tout le bien du monde puisqu'on aimerait qu'il ne tombe pas malade. Donc on voit que cet attachement à contrôler tout et tout le monde, en fait ça part évidemment d'une bonne intention, mais qu'on voit que c'est ça le cœur de notre problème. C'est là-dessus qu'il faut agir pour que nous, on se sente mieux et que probablement on ait un effet plus bénéfique sur la dynamique de la famille et sur le bien-être de notre frère en particulier. Donc on voit que ce serait beaucoup plus judicieux de se recentrer sur l'acceptation qu'on n'a pas été mis sur la planète pour contrôler les gens, pour éviter à tout le monde de souffrir, accepter qu'on ne peut pas savoir ce qui est bon pour les autres. Et ça, on est beaucoup à avoir du mal à l'accepter vraiment. Mais il faut se souvenir que déjà, on a du mal à savoir toujours ce qui est bon pour nous à titre personnel, alors qu'on est à l'intérieur de nous. Et que présumer savoir pour les autres ce qui est bon, ce qui est juste, le bon moment pour eux et ce qui est bon pour eux dans l'absolu, c'est complètement illusoire. Et que par ailleurs, si on pouvait se recentrer sur l'amour qu'on a pour cette personne à qui on veut du bien, donc notre frère en l'occurrence, en lui faisant le cadeau ultime
de l'aimer comme il est, là où il en est, en respectant les choix qu'il fait, on serait probablement davantage la sœur qu'on a envie d'être ou le frère qu'on a envie d'être dans cette situation. Alors bien sûr, j'en entends parmi vous qui dites « Oui, mais s'il ne mange absolument aucun fruit et aucun légume, ou alors s'il fume 3 paquets par jour, je ne vais pas quand même rester les bras croisés en lui disant « Mais c'est très bien, vas-y, continue ». À ça, je vous réponds, si le frère, dans cette situation-là, était demandeur de conseils, s'il était ouvert aux suggestions, si ça l'aidait, si ça l'inspirait, si ça l'accompagnait, bien sûr, ce serait tout à fait judicieux et ce serait tout à fait bénéfique. Mais si, dans la situation telle qu'elle est présentée, les tentatives ne servent que à créer du jugement d'un côté et de l'anxiété de l'autre, on peut peut-être envisager de changer de tactique, d'essayer autre chose et de voir si, au hasard, l'amour inconditionnel marche mieux. Et là où c'est un vrai bénéfice, c'est que si on porte notre attention directement sur le cœur de la problématique et qu'on travaille à le dénouer, non seulement on résout cette situation problématique de façon efficace et durable, puisqu'on l'a prise à la source, mais en plus, on dénoue par la même occasion d'autres situations qui se présentent aujourd'hui dans notre vie ou qui pourraient se présenter à l'avenir dans notre vie, parce que cette dynamique qui est au cœur de cette situation douloureuse ou difficile, il y a de fortes chances pour qu'elle se présente dans d'autres configurations de notre vie et que, en tout état de cause, cultiver l'amour, l'acceptation et le non-jugement, c'est quelque chose qui va enrichir notre vie, qui va fluidifier nos rapports avec les autres, quelles que soient les circonstances. Comme exercice d'application cette semaine, c'est tout simple. La prochaine fois que vous vous trouvez face à une situation qui vous déplaît, qui est difficile pour vous, commencez par vous attacher à la décrire de façon synthétique et factuelle. Donc ça, rien que ça, comme je vous le dis souvent, rien que ça permet de clarifier les choses, souvent de les dédramatiser. Et demandez-vous, pourquoi est-ce un problème pour moi ? Cette question de pourquoi est-ce un problème pour moi, c'est ça qui vous permettra d'identifier une première pensée que vous avez sur la situation, c'est-à-dire la description un peu en surface du problème pour vous. Et ensuite, vous imaginez notre ami extraterrestre qui, avec curiosité, avec fascination, vous demande « et alors ? Et alors ? Et alors ? Et alors ?» Il ne s'agit pas de justifier pourquoi c'est un problème, il s'agit juste d'expliquer à quelqu'un qui n'est pas dans votre tête, à quelqu'un qui n'est même pas de votre planète avec vos valeurs et votre culture, d'expliquer en quoi, quelle est la mécanique de la douleur ou de la souffrance ou de la difficulté pour vous. Donc, et alors, pour explorer le problème plus en profondeur et comprendre ce qui se joue vraiment pour vous. Une fois que vous aurez compris ce qui se joue vraiment pour vous, de deux choses l'une, soit le fait d'avoir compris ça vient naturellement avec des solutions que vous pourrez mettre en place immédiatement pour avancer sur cette situation. Soit vous vous apercevez que vous êtes tombé sur un morceau un petit peu plus important de la façon dont vous fonctionnez intérieurement. Et là, il faudra remonter vos manches et vous dire « Ok, là-dessus, c'est là qu'est mon vrai travail, c'est là-dessus qu'il faut que j'avance et que j'évolue. » Vous retrouverez les notes de cet épisode sur changemavie.com où vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir 3 exercices simples pour mieux explorer votre esprit. Si vous avez envie de plus de clarté dans votre cheminement, d'avancer plus vite avec plus de confiance, sachez que je propose une formule d'accompagnement personnalisée. Je travaille avec un tout petit nombre de personnes parce que c'est un suivi vraiment sur mesure et si ça vous tente pour vous, je serai ravie qu'on en discute. Rendez-vous sur la page changemavie.com/coaching pour en savoir plus et solliciter une première conversation gratuite de découverte. Abonnez-vous au podcast Change ma vie sur Apple Podcast, laissez-y votre avis si vous le voulez bien et suivez son actualité sur Instagram et sur Facebook sous l'identifiant Oui Change ma vie en un seul mot. Et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'il pourrait les intéresser. Merci et à jeudi prochain.